Bonjour les quatrièmes. Après avoir étudié la chute de la monarchie lors de la deuxième révolution le 10 août 1792, nous ouvrons aujourd'hui un tout nouveau sujet sur la toute première République française. Alors je rappelle d'abord quelques dates clés que nous venons de voir ensemble. Alors je vous rappelle d'abord qu'après 1789, il a été mis fin à la monarchie absolue qui a été remplacée par une monarchie constitutionnelle puisque le roi doit désormais obéir à un texte officiel qui définit l'organisation des pouvoirs dans un pays, c'est-à-dire une constitution. Deuxième date importante, la tentative de fuite de Louis XVI et de sa famille en direction du nord-est de la France. Tentative de fuite qui échoue puisque la famille royale est arrêtée à Varennes et ramenée à Paris. La France entre en guerre contre l'Autriche et la Prusse en avril 1792 et le 10 août 1792 a lieu une deuxième révolution avec la prise du palais des Tuileries par les sans-culottes parisiens soutenus par les volontaires bretons et marseillais. L'Assemblée nationale vote alors la fin de la monarchie, un système qui était en vigueur dans notre pays depuis à peu près 1300 ans, depuis 13 siècles. Notre pays était dirigé par un roi. Le bouleversement est donc radical. Je vous rappelle également que ceux qui ont joué un rôle capital dans cette deuxième révolution, ce sont les sans-culottes. Alors qu'est-ce qu'un sans-culotte? Je vous avais demandé donc de faire un dessin d'un sans-culotte dans votre cahier. Voyons ensemble comment on peut définir un sans-culotte d'après un journal révolutionnaire de l'année 1793. C'est un être qui va toujours à pied, qui n'a point de millions, point de château, point de valet pour le servir, et qui loge tout simplement avec sa femme et ses enfants au 5e étage. Il s'est labouré, forgé, scié et versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour le salut de la République. Le soir, il se présente à sa section pour appuyer de toutes ses forces les bonnes motions. Au premier bruit du tambour, on le voit partir pour la Vendée, l'armée des Alpes ou l'armée du Nord. Extrait tiré du journal Le Père Duchesne, 1793. Alors vous voyez d'après ce document que le sans-culotte appartient aux catégories les plus modestes de la société. Ils n'ont point de millions, point d'argent, ils vivent aux derniers étages des immeubles. Ce sont la plupart du temps des ouvriers, des artisans, des paysans, des travailleurs, et ils sont prêts à défendre la République au prix de leur vie. Alors dans votre cahier, je vais vous demander de compléter quelques indications sur votre dessin du sans-culotte. Alors précisément, le sans-culotte ne porte pas de culotte. Alors la culotte, c'est pas le slip, hein. Vous savez, la culotte, c'était donc ce vêtement porté par les nobles au XVIIIe siècle, un vêtement qui couvrait les jambes et qui s'arrêtait au niveau des genoux, le reste de la jambe étant recouvert par des bas de soie. A l'inverse, le sans-culotte, lui, porte un pantalon et se démarque donc de la catégorie de la noblesse. Le sans-culotte porte également un bonnet particulier. Regardez ce bonnet, on l'appelle le bonnet phrygien. Et il avait également une cocarde tricolore. Le bonnet phrygien est de couleur rouge. Il est un symbole de liberté, car des esclaves affranchis dans l'Antiquité romaine, qui avaient donc retrouvé leur liberté, portaient également ce bonnet. C'est donc un symbole de liberté. Écoutez, le bonnet phrygien est vraiment devenu un emblème de la Révolution française. Si on vous demande quel est l'objet qui caractérise la Révolution française, vous pourrez répondre évidemment immédiatement le bonnet phrygien des sans-culottes, et faites bien attention aussi à l'orthographe qui est un peu particulière. On ajoute encore l'arme portée par le sans-culotte. Alors sur vos dessins, vous avez soit retrouvé un fusil, soit l'instrument que vous voyez dans la main de ce sans-culotte, qui est une pique. Vous terminez votre dessin avec le titre, le portrait du sans-culotte, et nous allons également ajouter une définition donc de ce sans-culotte.
Il s'agit du nom donné aux révolutionnaires issus des milieux populaires qui participent activement aux différentes journées révolutionnaires. Le climat de cette époque veut qu'on éradique absolument tout ce qui rappelle l'ancien régime, les privilèges, la noblesse. Et en vertu de ce principe, le vouvoiement entre les personnes sera strictement interdit, le tutoiement devient obligatoire, tout le monde doit se tutoyer, de la même façon il est absolument interdit de s'adresser à une personne en prononçant le mot monsieur. Je vous rappelle que monsieur, c'est tout simplement la contraction de monseigneur. Donc, pour éviter évidemment d'utiliser un langage qui rappelle les privilèges de la noblesse, on s'appellera entre nous citoyen ou citoyenne. Citoyen Vertelet, par exemple, aurait été l'usage de cette époque. C'est comme ça que vous auriez dû m'appeler sous la Révolution. Alors pourquoi ces règles? Je vous laisse réfléchir un petit peu. C'est bien sûr au nom de l'égalité. Il y a une passion de l'égalité. Sous la Révolution, il s'agit bien sûr d'instaurer la plus stricte égalité entre tous les citoyens. Alors la question qui se pose bien évidemment après la chute de la monarchie lors de cette deuxième révolution du 10 août 1792, c'est que va devenir la France? Qui va diriger ce pays? Il a été décidé de faire élire en août 1792 une nouvelle assemblée de députés, 742 députés qui seront cette fois-ci élus au suffrage universel. La voici, cette nouvelle assemblée, elle porte le nom de Convention. Vous pouvez donc appeler cette assemblée l'Assemblée nationale ou la Convention. Regardez bien la composition des différents députés de la Convention. Vous voyez qu'on peut distinguer trois groupes de députés. D'un côté, à droite, les députés girondins. Pourquoi ont-ils été appelés députés girondins? Parce que plusieurs d'entre eux venaient du département de la Gironde, dont le chef-lieu est Bordeaux. Un autre groupe de députés a été appelé les montagnards. Pourquoi ont-ils été appelés les montagnards? Parce qu'ils se situent tout simplement en haut des gradins de l'Assemblée nationale. Et enfin, vous avez un autre groupe de députés qu'on appelle les députés de la plaine, qui avaient les idées moins tranchées et qui votaient parfois pour les idées des Girondins, parfois pour les idées des montagnards. Alors qu'est-ce qui oppose les députés girondins et les députés montagnards? L'opposition entre ces deux groupes de députés était très forte et très virulente. Les montagnards forment un groupe d'hommes politiques républicains qui était au nombre de 200 environ. Les personnalités les plus influentes étaient Georges Danton, Maximilien de Robespierre et Jean-Paul Marat. Voilà trois personnalités révolutionnaires que j'aimerais que vous gardiez en mémoire et dont nous allons reparler. Ils sont profondément républicains, anti-monarchistes, ils réclament la condamnation à mort du roi, et par ailleurs ils sont partisans de mesures sociales favorables aux plus pauvres, aux sans-culottes qui les soutiennent. À l'opposé, vous avez donc les Girondins. Les Girondins sont également des défenseurs de la République. Ils sont favorables à la condamnation du roi, mais ils veulent éviter l'application de la condamnation à mort. Ils se méfient des sans-culottes. Ce sont les défenseurs des milieux plus riches, les bourgeois, les propriétaires. Ils veulent maintenir la liberté économique et la propriété privée. Eh bien, ce à quoi vous êtes en train d'assister, c'est tout simplement la naissance de la vie politique française, de cette division qui existait entre la gauche et la droite. Alors ça, c'est très important dans toute la suite de vos études. Vous allez comprendre cette opposition qui existe dans la vie politique française entre la gauche et la droite. Les Girondins donc représentent la droite, tandis que les Montagnards représentent la gauche. Et ce que je voulais vous montrer, c'est donc que c'est sous la Révolution qu'est née la vie politique en France, le débat politique passionné entre les partisans de telle ou telles idées. Mais c'est aussi le début de la participation directe des citoyens dans la vie politique, par les journaux, les clubs politiques, les séances publiques à l'Assemblée nationale. Les citoyens participent directement aux grands débats de l'époque. Alors quelles sont les questions urgentes qui se posent donc après l'élection de cette assemblée? Première question, que faire du roi? Deuxième question, le pays peut-il faire face à l'invasion des Prussiens et des Autrichiens qui ont commencé à entrer dans notre pays? Et enfin, troisième question,
Après avoir mis fin à la monarchie, quel nouveau système de gouvernement faut-il choisir? Voici les 3 questions donc que nous allons nous poser dans cette séance. La question la plus urgente est bien sûr celle qui consiste à défendre le pays face à l'invasion étrangère. Regardez cette carte, vous voyez que les troupes prussiennes et autrichiennes sont désormais à 200 km de Paris. L'armée française composée de volontaires, peu entraînée, peut-elle faire face à des armées très organisées? L'affrontement va avoir lieu à Valmy, dans le département de la Marne, dans le nord-est de la France. Je ne vois pas très bien comment les armées françaises, aussi mal entraînées, vont pouvoir résister à l'envahisseur. Valmy, une bataille miraculeuse qui va faire l'objet de nombreuses suspicions. Les troupes austro-prussiennes, pilotées par des émigrés royalistes, sont à 200 km de Paris, dans la région de Reims. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Dans un champ surplombé par un moulin désormais célèbre, elles rencontrent une armée française suffisamment menaçante pour les mener à battre en retraite, après une journée de canonnade qui a fait peu de victimes. Et pourtant, rien ne laissait présager la victoire de l'armée révolutionnaire dans cette bataille face aux forces du duc de Brunswick. Le duc de Brunswick, c'est un vieux vétéran, un vieux général, qui a déjà derrière lui beaucoup de campagnes, et beaucoup de victoires aussi. C'est un officier expérimenté, et qui a derrière lui, c'est ça aussi qui est important à noter, une armée prussienne qui est particulièrement considérée comme la meilleure d'Europe. En face, vous avez des soldats mal encadrés parce que beaucoup de leurs officiers nobles sont partis. Ce 20 septembre 1792, c'est l'avenir de la Révolution qui est en jeu. Valmy, c'est la dernière chance avant l'arrivée dans Paris des troupes, des princes étrangers et des émigrés. Et certainement du rétablissement de la monarchie absolue. La bataille est cruciale. Ah oui, il fallait qu'ils tiennent. S'ils ne tenaient pas, s'ils lâchaient à Valmy, si les Austro-Prussiens parvenaient précisément à briser cette résistance, à se rendre maître de la colline, à se rendre maître de ce moulin qui est en train de flamber, bon, c'est fini. Si Brunswick l'emporte, c'est la contre-révolution qui l'emporte, c'est le roi qui sort du temple, et puis, bon, on fait de l'histoire fiction. Au lendemain de Valmy, la République est proclamée.